Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. En ligne avec nous, Lionel Trani. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente Lionel Trani. Je suis chercheur en histoire sur l'esclavage dans les colonies françaises. Je suis également professeur certifié en établissement scolaire dans l'Académie de Versailles. Je suis également membre de deux associations assez importantes, le CIFORDOM, qui a été créé par José Pantoscope en 1982, qui est basé à Massy. Je suis également membre de la PECE, une association pour l'étude de la colonisation européenne, qui avait été fondée en 1993 par Yves Benoît et Marcel Dorigny. Et aujourd'hui, le président de cette association est Frédéric Régent. Voilà pour ma petite présentation. Ouais, le 8 mai, vous allez présenter plusieurs tables rondes sur la thématique Napoléon et l'esclavage. Deux questions. Pourquoi la date du 8 mai et pourquoi cette thématique? Alors, la date du 8 mai, c'était aussi pour des raisons... on ne pouvait pas le faire le jour même de la commémoration du bicentenaire. C'est passé un peu inaperçu. Et puis, on a réfléchi, parce qu'en fait, voilà, l'événement il est organisé par la plateforme nationale des opérateurs de mémoire de l'esclavage. Donc, en fait, c'est une plateforme qui a été créée l'an dernier lors du 23 mai 2020, donc deuxième journée de commémoration en hommage aux victimes de l'esclavage en France. Et donc, nous sommes constitués de plusieurs associations, donc les Anneaux de la Mémoire, la PEC, le CIFORDOM. Vous avez également le CM98, le Comité de Marche 98, la COP Nomade Fraternité, Mémoire et Partage, Protéa, qu'on souvent on connaît sur les révoltés de l'histoire, et la route des abolitions et la route des philanthropes. Nous sommes soutenus par également la Fondation Esclavage et Réconciliation et le fonds de dotation Henri Grégoire, Germain Porte. Donc ça, c'est pour un peu vous présenter en fait pourquoi nous organisons ça. Parce qu'en fait, nous sommes une plateforme qui avons des objectifs. C'est celle de faire connaître l'histoire de l'esclavage au grand public et aussi de mettre nos savoir-faire de chaque association, parce que nous sommes des associations qui avons un historique assez ancien aujourd'hui. Et cela permet de réfléchir à des actions qui permettent au grand public de découvrir cette histoire, non pas dans une idée, comme on pourrait avoir certaines personnes, de dévaloriser l'histoire de France, au contraire de bien montrer que l'histoire de l'esclavage, de la traite négrière et de la colonisation font partie de notre histoire de France. Voilà. Donc en fait, il y a des actions, et donc on s'est dit, cette année, il fallait qu'on fasse un événement autour de Napoléon et l'esclavage. On était sur l'année du bicentenaire. Et nous avons décidé de dîner à la fois pour des raisons, je dirais, pratiques, ça tombait un samedi. Alors on savait, au début, on avait l'espoir de le faire, je dirais, de manière présentielle à Paris. Malheureusement, ce n'était pas possible avec la crise sanitaire. Donc on a décidé de faire donc un grand débat interactif qui regroupe donc toutes les associations. Et donc nous avons décidé d'inviter 17 historiens et historiennes internationaux qui vont parler de grands thèmes autour de Napoléon et l'esclavage, Napoléon Saint-Domingue, Napoléon et les pratiques dans les colonies. Donc ça, c'est le choix que nous avons fait pour le 8 mai à partir de 14h. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des profils de quelques-uns de ces historiens qui vont être amenés à intervenir dans le cadre de ces tables rondes, puisqu'il y en aura plusieurs? Oui, bien sûr. Oui, je peux vous... Alors la première table ronde, elle va commencer à 14h. Alors c'est heure métropolitaine, mais comme c'est évidemment en ligne, il est possible de pouvoir se connecter finalement à n'importe quel endroit. D'ailleurs, nous avons créé à juste titre une page Facebook et un compte Twitter. Vous pouvez évidemment récupérer les informations. De toute façon, on ne manquera pas de vous renvoyer toutes les informations. Alors la première table ronde, elle va s'intéresser à Napoléon, le rétablissement de la traite négrière et de l'esclavage. Donc en gros, sur cette table ronde, on
va vraiment essayer, les historiens qui vont être présents sur cette table ronde vont recontextualiser l'arrivée au pouvoir de Napoléon et notamment la situation des colonies françaises à l'époque. C'est une situation singulière, parce que vous avez des colonies qui ne sont pas plus des colonies, qui sont des départements, mais qui vont redevenir des colonies mais sans esclaves. Je pense notamment à Guadeloupe, la Guyane et à Saint-Domingue, qui deviendra plus tard Haïti. Et puis il y a d'autres colonies qui ont refusé la première abolition de l'esclavage. Je pense notamment aux colonies des Mascareignes à l'époque, la Réunion, l'île de France et donc l'île Maurice aujourd'hui. Et aux Antilles, il y a 2 colonies qui sont occupées à ce moment-là par les Anglais, c'est la Martinique et Sainte-Lucie. Donc en gros, en fait, cette table ronde va s'intéresser. Alors on a eu la chance de pouvoir réunir autour de cette table ronde plusieurs historiens spécialistes. Vous avez Marcel Dorigny, qui est de l'Université Paris 8. Alors Marcel Dorigny, c'est un des présidents d'honneur de la PECE. Il est connu aussi pour avoir travaillé justement sur la révolution à Saint-Domingue, également le contexte du lobby colonial. Il avait organisé avec l'association de la PEC en 2002 un grand colloque qui était intitulé Le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises, qui est aujourd'hui encore un ouvrage de référence. Sur cette table ronde également, il va y avoir d'autres spécialistes. Bruno Maillard, qui lui est issu de l'Université de la Réunion et qui va évidemment nous rappeler le contexte dans les Mascareignes, qui sont souvent très méconnus par le grand public. Il y aura également Frédéric Régent, qui est président de la PEC actuellement, et qui, lui, a travaillé, évidemment, alors qu'il a sorti un ouvrage majeur, La France et ses esclaves, qui reste aujourd'hui une référence dans la bibliographie française. Et puis, vous allez avoir Marion Godefroy, qui est une historienne qui travaille sur la Guyane, également territoire qui est souvent très, très mal connu en métropole, Absolument. Malheureusement. Donc, ça a permis, si vous voulez, de travailler vraiment sur tous les espaces et toutes les problématiques qu'on le rencontre entre 1799 et 1810, c'est-à-dire entre le moment où Napoléon prend le pouvoir et va également mettre en place une politique coloniale. La personne qui va modérer des propos sur cette table ronde, ça sera Fabrice d'Almeida, qu'on connaît dans ses interventions sur les plateaux télé. Et d'ailleurs, il a sorti un ouvrage très intéressant qui était ici on revivait l'histoire. Donc en plus on a un modérateur de qualité. Alors cette table ronde, pour les auditeurs qui écoutent, elle sera filmée directement au plateau télé. Parce que nous avons réussi à avoir la rediffusion avec France Télévisions. Et donc ça sera diffusé en direct live. Bien évidemment, il y aura un replay sur la chaîne première Outre-mer. Cette décision de Napoléon de rétablir l'esclavage n'était pas motivée uniquement pour des raisons économiques, c'était une façon d'établir également l'hégémonie française dans ces territoires. Alors c'est vrai que il y a le volet économique. Il faut pas le nier, il y a vraiment une justification économique. C'est sûr. En fait, cette justification économique, c'est l'argument aujourd'hui qui est un petit peu ressorti par tout le monde, notamment par les historiens napoléonistes, où ça serait uniquement le volet économique. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des colonies qui ont des statuts différents. Il y a des colonies qui ont connu la première abolition de l'esclavage, où donc il n'y a plus d'esclaves, ce sont donc des citoyens français, qui en plus ont été des départements. Et puis il y a d'autres colonies où il n'y a jamais eu la première abolition de l'esclavage, je pense notamment à la Martinique, la Réunion. Donc c'est-à-dire que Napoléon ne connaît pas grand-chose à la question coloniale. Alors il va en effet être entouré dans les cabinets ministériels du ministère de la Marine et des colonies par des personnes qui sont des esclavagistes, qui ont prospéré avant la Révolution française, qui ont fui souvent les colonies pendant la Révolution française et qui ont évidemment un vécu très négatif. Donc il va y avoir à la fois la justification économique, mais il y a également une justification qui
va rentrer dans l'ordre du préjugé de couleur. Donc, okay. Vous savez très bien, en fait, il faut savoir les auditeurs, que les termes de racisme à l'époque n'étaient pas utilisés dans le vocabulaire de Napoléon à ce moment-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une réflexion scientifique raciste qui apparaît. Mais donc il y a le préjugé de couleur qui va être très important, il y a un préjugé négatif envers l'esclave noir, qui va être rapporté, adressé dans des mémoires, dans des courriers en direction du ministre de la Marine et des Colonies qui est Pécresse. Et donc, les raisons économiques en disant c'était mieux avant la Révolution française, c'était l'âge d'or des colonies françaises, que je rappelle que Saint-Domingue était surnommé la perle des Antilles avant 1789. Absolument. Donc, on est dans l'idée qu'il faut rétablir la grandeur, la richesse de l'empire colonial français, enfin des colonies esclavagistes. Donc Napoléon, évidemment, va écouter attentivement ces arguments-là et va être persuadé. Il y a un autre élément également qui rentre en jeu, c'est l'élément géopolitique. C'est-à-dire que Napoléon va s'interroger sur le rôle de Saint-Domingue. À Saint-Domingue, à ce moment-là, il y a Toussaint Louverture. Toussaint Louverture est gouverneur de la colonie, c'est l'homme donc le plus puissant, et Toussaint Louverture va faire rédiger une constitution en 1801 qui va lui conférer des pouvoirs très importants, notamment être gouverneur à vie, pouvoir choisir sa succession. Et Toussaint Louverture a depuis 1799 également, si vous voulez, une politique internationale, une diplomatie avec l'Angleterre et les États-Unis. C'est-à-dire qu'il fait de la diplomatie. Il faut bien se souvenir d'une chose, Saint-Domingue est à plus de 8000 km de Paris. Donc, Toussaint Louverture va prendre des décisions locales par rapport à un contexte évidemment américain. Donc, souvent, il va prendre des décisions en attendant les décisions de Paris. Donc, il faut bien imaginer qu'il va y avoir un jeu de lutte également entre Paris et Saint-Domingue. Et comme Napoléon Bonaparte est un homme à la fois d'ordre et surtout un homme de pouvoir, mais qui ne veut pas le partager, il va sentir à la fois une concurrence d'un homme qui pour le coup est un homme noir, comme c'est décrit à l'époque dans les sources. Donc il va y avoir un jeu une lutte politique en fait, de l'égocentrisme politique qui va rentrer en jeu entre Toussaint Louverture, gouverneur de Saint-Domingue, et Bonaparte, premier consul de France. Donc tous ces éléments vont s'imbriquer. C'est ce qui va donner naissance à ce corps expéditionnaire du beau-frère de Bonaparte qui va être envoyé à Saint-Domingue. Alors ce corps expéditionnaire, quand il est envoyé, il n'est pas envoyé dans le but de rétablir l'esclavage. Il est dans le but de rétablir l'autorité parisienne dans les colonies de Saint-Domingue. Donc on voit bien que Bonaparte n'a pas confiance en Toussaint Louverture, il pense que c'est un acte d'indépendance. En réalité, Toussaint Louverture avait déjà une certaine liberté en fait diplomatique, parce qu'il pouvait passer des accords avec les États-Unis voisins et l'Angleterre, mais Toussaint Louverture voulait rester dans la sphère française. Il faut bien le comprendre. C'est très bien qu'en face de lui, les États-Unis et l'Angleterre sont des puissances esclavagistes. Donc ce jeu de lutte, plus des préjugés de couleur de Bonaparte, va précipiter, si vous voulez, ces expéditions militaires en direction des Antilles qui vont évidemment déboucher sur à la fois l'arrestation de Toussaint Louverture, sa déportation et la déportation en France avec la mort de Toussaint Louverture au Fort de Joux 1803, en avril 1800, au Fort de Joux, tout à fait. Et puis surtout, il va y avoir une autre expédition en Guadeloupe qui va être également très violente. Et d'ailleurs, cette expédition de Guadeloupe va avoir pour conséquence un rétablissement de l'esclavage qui n'était pas prévu à Saint-Domingue. Il faut bien savoir que la guerre d'indépendance d'Haïti, en fait, va être provoquée par les actualités qui viennent de Guadeloupe. C'est-à-dire que les anciens généraux de Toussaint Louverture, et la population également, vont être au courant que ça se passe très très mal en Guadeloupe, c'est-à-dire les soldats de couleur sont arrêtés, sont massacrés, sont déportés. Et surtout, il y a le capitaine général de la Guadeloupe qui va rétablir directement l'esclavage en juillet 1802, ce qui va provoquer
provoqué, évidemment, un réarmement des troupes de Toussaint Louverture, et ensuite la guerre d'indépendance. Vous voyez que même en expliquant comme ça, vous voyez, c'est finalement des circonstances qui sont très complexes. Tout à fait. C'est pour ça qu'aussi il est important de revenir sur cette table ronde pour bien faire comprendre, voilà, qu'on est sur des contextes qui sont déjà totalement différents de la mentalité que nous avons aujourd'hui, et que tout ça va se terminer finalement dans des actes de violence inouïs. Selon vous, selon votre analyse, quelles ont été les conséquences du rétablissement de l'esclavage sur ces territoires, sur le devenir de ce qui est devenu aujourd'hui des territoires d'outre-mer, ces anciennes colonies devenues aujourd'hui des territoires d'outre-mer? Les conséquences, c'est une question très difficile. Je vais tenter d'y répondre simplement comme un chercheur. Bon, évidemment, de toute façon, ce sont des conséquences qui sont dramatiques. Je prends l'exemple de la Guadeloupe. La guerre de Guadeloupe a décimé déjà une partie de la population plutôt masculine, mais on a quand même des femmes aussi qui ont combattu. On va avoir une déportation très importante de ces anciens soldats de l'armée française, il faut quand même bien le rappeler. Ils ont l'uniforme français lorsque les troupes de Bonaparte arrivent en Guadeloupe. Donc c'est un rétablissement qui se fait de manière très violente. Ça va traumatiser la population. Et en même temps, ça va forger pour le territoire de la Guadeloupe des figures héroïques. Comme Delgrès, par exemple. Delgrès est aujourd'hui une figure incontournable. C'est celui qui préfère se suicider que de retourner dans les fermes de l'esclavage, ou bien la minaceuse solitude. Par rapport à d'autres colonies, comme celle de la Martinique, où en fait, il ne va pas y avoir de figure héroïque sur lesquelles les populations esclaves vont pouvoir se rattacher. C'est-à-dire qu'en Martinique, on le voit bien aujourd'hui, dans la culture guadeloupéenne, ça ressort énormément. Les personnages ressortent énormément cette référence à cet terrible événement qui est le rétablissement de l'esclavage, marque encore dans l'imaginaire guadeloupéen la manière de percevoir l'histoire de son île, son identité. En Martinique, c'est un peu plus compliqué parce que le rétablissement de l'esclavage, il n'y en a pas eu. Ils ont été occupés par les Anglais en 1794. Donc les esclaves n'ont pas connu la liberté générale. Et il n'y a pas eu de guerre en Martinique. Donc ça a été beaucoup plus difficile. Alors aujourd'hui, les conséquences sur nos concitoyens d'outre-mer, c'est-à-dire que les départements français, ça fait depuis 1946. C'était toujours des colonies. Aujourd'hui, nous célébrons la deuxième abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. C'est-à-dire que cette abolition, qui est très importante évidemment, ne règle pas les problèmes en fait des anciennes populations esclaves, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion. C'est-à-dire que ces populations, elles deviennent des niveaux libres. On leur donne donc enfin un statut civil, mais elles conservent une situation de misère, si vous voulez, et de dépendance des fois même sur l'ancienne plantation. Donc c'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage, évidemment, a des répercussions, encore une fois, sur les territoires d'outre-mer, avec un ressenti qui aujourd'hui est ressorti encore plus depuis des décennies, parce qu'on en parle déjà un peu plus. Déjà, il y a la loi Taubira en 2001, et puis parce que la situation dans les territoires d'outre-mer ne se sont pas améliorées. La Guyane est l'un des territoires avec Mayotte, qui a, encore une fois, elle aussi, une autre histoire. Ce sont des territoires touchés par des injustices, des inégalités économiques, sociales, scolaires. Donc ça renforce ce sentiment. Évidemment, il y a la Guadeloupe et la Martinique également. Là, vous avez en plus en 2021 l'affaire du chlordécone. Il y a également une affaire qui fait rejaillir des ressentiments qui rappellent, alors à tort ou à raison, ça c'est l'histoire qui nous le dira, mais qui rappelle aussi justement le fait qu'on est finalement sur des territoires particuliers, qui ont eu une histoire particulièrement violente,
et que en fait ces choses n'ont pas été réglées comme il aurait peut-être dû les régler, c'est-à-dire crever l'abcès, mettre une vraie politique d'égalité si on est des territoires français, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a encore des legs coloniaux Oui, tout à fait. qui sont encore dans les sociétés d'outre-mer. Oui, les stigmates sont encore là. Alors, Napoléon était-il un raciste, un opportuniste, un libéral, comme on peut l'entendre aujourd'hui? Selon vous, comment pourrait-on, en tout cas plusieurs décennies plus tard, le qualifier, ce personnage historique? Napoléon était-il raciste? Il a un préjugé de couleur très négatif envers les hommes de couleur. Sinon, il n'aurait pas pris des arrêtés comme l'arrêté du 2 juillet 1802 qui interdit l'accès, par exemple, au territoire métropolitain aux Noirs et aux gens de couleur. Alors, c'était des pratiques qui avaient été déjà mises en place sous la monarchie française, mais il faut bien imaginer qu'il y a une autre circulaire qui arrive le 8 janvier 1803 qui interdit les mariages entre noirs et blancs. Il faut bien imaginer qu'en France métropolitaine à l'époque, on a des milliers de personnes dites noires ou de couleur, pour reprendre la terminologie de l'époque, qui vivent en France et qui vivent avec les Français européens. Et là, on va interdire, donc, dans la manière d'avoir mis en place une politique même à l'intérieur du territoire métropolitain, ce sont quand même des politiques de ségrégation par rapport à une couleur de peau. Donc oui, si on avait aujourd'hui la terminologie, si on l'appliquait à la terminologie du racisme, bien sûr, ce sont des pratiques racialistes, bien sûr. Et alors après, c'est vrai que dans les correspondances de Napoléon, déjà il s'attarde pas trop au sort des populations mises en esclaves, mais dans l'approche qu'il va en faire et aussi dans les décisions qu'il va adopter, il y a évidemment ce préjugé de couleur qui est quand même fort. Alors, ce que l'on comprend encore plus difficilement, c'est qu'au même moment, en France, il y avait des mouvements qui s'élevaient, des mouvements de citoyens pour réclamer davantage de liberté. Et vous aviez aussi un mouvement intellectuel qui réclamait de plus en plus de liberté, liberté individuelle, et à ce même moment, paradoxalement, on rétablissait au fait l'esclavage et on réduisait à des meubles des êtres humains de l'autre côté de l'Atlantique. C'est peut-être ce qui est le plus déconcertant dans tout cela. Bien sûr, c'est déconcertant, bien sûr. Alors, Napoléon, de toute façon, il y a aussi un autre enjeu qui rentre en compte, c'est que il a un rêve aussi de fonder un empire colonial en Amérique, à partir de Saint-Domingue d'ailleurs. Alors ça, c'est quand il arrive au pouvoir et qu'il imagine investir un grand empire colonial. Il y a aussi l'Angleterre. Il faut imaginer qu'il y a toujours cette lutte avec l'Angleterre. L'Angleterre qui, à l'époque, est la première puissance esclavagiste au monde. La France était la deuxième. Et depuis la Révolution, finalement, la traite négrière s'était effondrée en raison de la liberté générale. Oui, c'est vrai que c'est une rupture totale avec l'esprit de la Révolution française. Je parle bien de la Première République, c'est-à-dire des abolitions qui avaient été d'abord mises en place à Saint-Domingue par Santonax et Paul Vorel en août 1793, qui avait été ensuite reconnues par la Convention du 4 février 1794. C'est une rupture totale. Puis comme je vous l'ai dit, en 1795, les colonies deviennent des départements. Et même l'ancien esclave qui venait d'Afrique, et peut-être qu'aujourd'hui certains vont même tomber de leur chaise, il faut bien imaginer une chose, même s'il ne maîtrisait pas un mot français, il était automatiquement citoyen français de plein droit.
faut bien imaginer qu'il y a eu des avancées en termes de, je parle d'égalité et d'assimilation, qui sont très avancées pour l'époque. Et quand Napoléon arrive au pouvoir, dans la constitution de l'an 8, il rappelle qu'en fait, les colonies sont régies par des lois spéciales. C'est l'article 91. Et là, en fait, on voit déjà qu'il y a une cassure avec les Outre-mer. Pour lui, les Outre-mer, c'est quelque chose qui doit être réglé ou qui doit être traité d'une manière différente. Et donc là, il y a une rupture qui est totale, évidemment, par rapport à ces principes, qui sont des principes d'égalité, d'autonomie, c'est-à-dire qu'on englobe finalement toutes les personnes, quelle que soit finalement leur origine. Et là, on voit bien, par exemple, on donne la citoyenneté, alors qu'aujourd'hui, c'est un débat de société, savoir si on doit donner la citoyenneté à quelqu'un qui ne parlerait pas bien français. Vous voyez, on est dans quelque chose de rétrograde. Est-ce que l'influence de Napoléon est encore forte dans la société française? L'héritage idéologique de Napoléon est-il encore présent? Oui, bien sûr, oui. Faut juste regarder un petit peu... Dans les mouvements extrême droite? Alors, pas seulement? L'extrême droite, ça peut être, bien sûr, repris par l'extrême droite. Je dirais plus, c'est la droite conservatrice, la droite classique, les mouvements bonapartistes. L'extrême droite, ils sont plutôt sur, par exemple, l'Action française, c'est plutôt le retour de la monarchie, si vous voulez. Ok. Des Bourbons. Maintenant, est-ce que Napoléon ne fascine pas encore la classe politique? Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, on le voit, il y a une tentation du président de la République. Finalement, est-ce qu'on célèbre, on le commémore? Il faut évidemment dire aux auditeurs que Napoléon a marqué son temps. C'est indéniable. Oui. C'est indéniable. Ça, on peut pas le nier. Mais il a laissé un héritage. Pourquoi? Parce que il a mis en place des institutions qui fonctionnent encore aujourd'hui. Tout à fait. Le Sénat, ou des choses très symboliques, la Légion d'honneur. Donc, en effet, il a réformé la société française. Mais, si vous voulez, la manière dont on a présenté Napoléon, elle s'inscrit dans le roman national. La France va mettre en place, à partir de la Troisième République, c'est-à-dire la figure des grands hommes, cette histoire où la France est dans une mission de civilisation, qui aujourd'hui est compliquée. C'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'aussi notre événement qu'on organise le 8 mai, c'est pour tenter un petit peu d'apporter des vrais éléments de réponse. Nous, ce qu'on dit, on n'est pas contre la figure de Napoléon, parce que c'est un personnage historique. Et surtout rappeler que c'est un homme qui a des nuances, comme tout homme politique. C'est-à-dire qu'il il a peut-être fait des choses extraordinaires, mais il a aussi fait des choses qui étaient répréhensibles. Bien sûr, qui ont des conséquences en plus géopolitiques. Oui. Lionel Trani, avant de nous quitter, vous parliez tout à l'heure de l'aspect historique. Vous savez, il y a encore des personnages qui sont très controversés dans nos sociétés, parmi lesquels on peut citer Schellcher, Victor Schellcher, dont les monuments ont été déboulonnés ici à Cayenne, à la place sur la place qui portait son nom et qui porte toujours son nom. Quelle lecture faites-vous de cette façon dont la nouvelle génération, dont ces jeunes se comportent et réagissent vis-à-vis par rapport à ces personnages historiques? Alors, Victor Schellcher, on le présente comme celui qui a œuvré pour que l'esclavage cesse dans ces territoires. Donc c'est plutôt un rôle, on va dire, plutôt humaniste, on qualifierait ainsi. Et malgré cela, on voit aujourd'hui ces jeunes s'élever et demander à ce que soient rasés des places publiques, des rues, les noms de ces personnages, et notamment Victor Schellcher. Tout à fait. C'est vrai que
la figure de Victor Schœlcher, là, depuis les événements de Martinique, parce que ça avait commencé en Martinique, Absolument. avec la destruction de deux statues par les habitants. Bon, nous, en tant qu'historiens, évidemment, on est très embêtés parce que là, pour le coup, c'est un personnage dans le 19e siècle qui va vraiment œuvrer pour l'abolition de l'esclavage. Alors, c'est un homme de son temps, c'est-à-dire que on va lui reprocher que il justifie la colonisation, mais il faut bien ressaisir un peu le contexte. À l'époque, peu de personnes remettent en question la colonisation. En fait, la remise en question des colonisations avant de se faire plutôt au XXe siècle, après l'expérience des guerres mondiales, où on va commencer à s'apercevoir que finalement ces systèmes de domination sont complètement risibles, ils détruisent des principes universels, etc. Donc déjà l'homme... Oui, pardon. Oui, je vous en prie, allez-y. Non. Donc je disais, en fait, voilà, ce qui est dérangeant, c'est qu'en fait aujourd'hui, Victor Schœlcher, il faut quand même bien le replacer dans le contexte. Il va être quand même élu député à un moment donné de la Guadeloupe et de la Martinique. Les gens qui vont voter, ce sont les nouveaux citoyens. Alors plutôt hommes, parce que rappelez-vous, le suffrage est uniquement universel masculin. Malheureusement, les femmes ne pourront voter qu'en 1944. Je veux dire, s'il a été élu dès 1848 à la Martinique et à la Guadeloupe, c'est qu'il y avait quand même, de la part des anciens esclaves, une aura. Je pense qu'il a posé problème aujourd'hui chez nos jeunes. Et je pense qu'il faut quand même écouter ce qu'ils ont à dire, parce que c'est très important d'écouter la jeunesse. Je pense qu'il peut-être l'erreur inconsciente, j'en sais rien, c'est qu'on a souvent présenté que c'était grâce à Schœlcher, grâce à lui, sans plus, sans mettre le contexte, sans expliquer qu'il y avait d'autres personnes, également qui combattaient, comme Cyril XVII par exemple, vous voyez, qui est très très mal connu, que ce soit en métropole ou bien encore en Outre-mer. Le fait également qu'on n'ait pas dit que quand les décrets, on apprend en Martinique qu'il y a un décret qui va arriver pour libérer les esclaves. Bon, les esclaves qu'est-ce qu'ils font du Morne Rouge et de Saint-Pierre, ils vont s'armer et puis ils vont demander tout de suite leur liberté, vous voyez. En fait, on a mis en concurrence, alors est-ce que c'est volontaire ou pas, ça je pourrais pas vous répondre ce soir, mais dans la tête d'un jeune qui commence à s'intéresser à cette question-là parce qu'on en parle de plus en plus, il va sentir qu'on a ostracisé une partie de cette histoire-là. C'est dommage parce que là, pour le coup, on détruit une figure qui pour justement ces premiers hommes et ces premières femmes qui d'un coup se sont retrouvés citoyens du jour au lendemain et qui ont dit tiens on va voter pour celui qui va dans notre sens. C'est compliqué là, en fait c'est compliqué. Et puis on a beaucoup mélangé de choses autour de Victor Schœlcher, on n'a pas remis le contexte. Et ça c'est assez embêtant parce qu'en fait on serait un peu dans une sorte de négation de cette histoire-là, qui est très complexe, mais qui anime encore aujourd'hui. D'ailleurs on le voit. Je veux dire, là on va arriver sur le mois des mémoires. Je pense qu'il va y avoir encore plein d'événements. Et il va y avoir aussi des polémiques nouvelles parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas ou auraient besoin d'autres réponses. Et c'est pour ça que plus on aura des initiatives d'événements comme ça, avec plusieurs associations, avec des chercheurs, mais aussi après sur l'aspect aussi culturel, et plus je pense qu'on arrivera déjà à apaiser les débats autour de cette histoire-là, apaiser aussi les mémoires. Parce qu'aujourd'hui, dans les Antilles, et je pense aussi en Guyane, on voit bien qu'il y a une recherche de la généalogie. On a envie de connaître l'histoire familiale. Et cette histoire familiale, elle n'est pas évidente. Parce que des fois, on tombe sur des situations qui sont complexes, où on a une partie de la famille qui était peut-être en esclavage, qui était affranchie, où finalement on s'aperçoit qu'on a un ancêtre qui est peut-être blanc créole, des questions en Martinique. Vous voyez, donc c'est une histoire qui n'est pas simple. Et puis, parce que la France a été un empire colonial jusque dans les années 1962. Donc, je veux dire, la France a eu
du temps déjà à reconnaître que la colonisation n'était pas forcément bien en fait. Et aujourd'hui aussi, on a des débats qui sont sclérosés parce que en face, vous avez aussi d'autres idéologies qui nous parlent de la repentance. Et on est en ce moment dans des débats où on recherche plus la désunion que l'union. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, l'histoire de l'esclavage fait partie de la France, l'histoire des abolitions fait partie de la France. Aujourd'hui, quand je regarde les jeunes, quand je vais en établissement scolaire, ils ont tous une histoire. Enfin, pas que celle des Outre-mer, parce que il y a d'autres migrations. Mais moi-même, mon histoire, c'est de la migration. Alors qui est pas forcément liée à l'histoire de l'esclavage, mais qui est liée à d'autres contextes historiques. Donc les populations en mouvement, il y a des populations qui ont eu le choix de pouvoir se déplacer librement. Là, dans cette histoire-là, non, c'est des déportations, ce sont des vies brisées. Et donc ça, il faut prendre le temps d'en parler. Heureusement, à l'école, on essaie de rattraper un peu ce retard-là, grâce aux lois Taubira, même s'il y a encore plein de choses à faire. Et d'ailleurs, pour donner une petite note, un petit peu optimiste pour les auditeurs, le deuxième concours scolaire en France, métropolitaine et outre-mer compris, c'est les Flammes de l'égalité. Ça fait 6 ans que ça a été créé. C'est un concours qui fait travailler les élèves sur la question de l'esclavage, de la traite négrière, des résistances, de l'abolition. Finalement, qu'est-ce que c'est la liberté? Très bien. Et c'est le deuxième concours le plus fait en France. Donc, ça veut dire que les jeunes s'emparent de cette question-là. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Lionel Trani. Je rappelle que vous êtes membre de la plateforme nationale des opérateurs de mémoire de l'esclavage, Anneaux de la mémoire, l'APC, Cifordom, CM98, la Coque Nomade, Fraternité, Mémoire et Partage, Protea, Route des abolitions et Route du philanthrope avec le soutien de FER, FER et du Fonds de dotation Henri Grégoire Germain Porte. Et puis je rappelle que vous organisez le 8 mai, samedi 8 mai, 3 tables rondes autour de la thématique Napoléon et esclavage, des tables rondes à suivre en ligne via Zoom. Et comment peut-on obtenir le lien pour pouvoir assister à ces tables rondes? Écoutez, c'est simple, vous pouvez aller sur la page Facebook Napoléon et l'esclavage, c'est le même titre que l'événement, ou sur notre page Twitter, et vous pouvez soit nous envoyer des messages, ou soit aller directement sur notre page de profil, et vous avez toutes les informations avec le programme détaillé sur chaque table ronde. Voilà, donc tout le monde est libre en fait de venir aussi poser ses questions. Donc vous inscrivez à Zoom, vous pouvez interagir directement avec les historiens et historiennes. Et puis vous pouvez choisir également la table ronde qui vous parle le plus, puisque ça commence à 14h. La deuxième table ronde est à 16h30 et la troisième est à 19h. C'est vrai que ça fait une belle journée table ronde, mais vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé d'assister à toutes les tables rondes. Voilà, je rassure et les auditeurs. Et je pense que les retardataires ou les personnes qui ne seront pas disponibles ce jour-là pourront toujours visualiser ou visionner ces tables rondes en vidéo sur votre page Facebook. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous et puis bon événement et que la réussite soit avec vous. Je vous remercie et écoutez, au plaisir de revenir sur votre radio ou de vous présenter d'autres événements qui sont des événements universels. Voilà, on est là pour regrouper et pour faire connaître cette histoire, qui est notre histoire. Ce sera avec plaisir. Cet entretien est à retrouver en multidiffusion sur nos antennes de Cayenne, de Saint-Laurent-du-Maroni et sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, notre chaîne YouTube et bien évidemment Twitter. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.